Cette semaine à Info Tennis. Kipawa Country Fest, le mouvement Ma Voix Compte, nouvelle exposition au Rift de Ville-Marie, débat sur la crise du logement avec le président de la conférence des préfets de la BTB-Témiscamingue et entretien avec le maire de Notre-Dame-du-Nord. Bonjour à tous, le Kipawa Country Fest est de retour cette année, les 19, 20 et 21 août 2022. We are with Roxanne Mackenzie today. She's going to talk about the Kipawa Country Fest. Thanks for coming today and joining us. Thanks for having me. How is it like to work on this again after 2 years of hibernation? After COVID? Yeah. It was quite difficult. I mean, 2019 was our last edition before COVID hit, and it was 2020 we were planning, and then we had to cancel because of the pandemic. For sure. So it was disappointing to have to cancel, and you know, so many people look forward to the festival each year, and then canceling 2 years in a row. Mm-hmm. You know, the years as they were going by, we've been building our reputation, and you know, we were seeing a bigger attendance, and you know, and then COVID hit. So now it kind of makes us feel like we're starting a bit back, you know, like having to rebuild that momentum of growth again, and you know, to get us back there again. Okay. And are you planning a similar edition than the previous year? Are you going on the same number of artists, and how is it going to be this year? Yeah, we have a few changes. Our headliners back in 2020 are not with us this year. Okay. So we decided to focus more on our Canadian music artists this year. And so we've went with the Reclaws we had coming in 2020. Mm-hmm. So they're still with us for Great. This edition. So, yeah. And can you remind us what are the dates and how do we get a ticket? The dates are August 19, 20, and 21. Mm-hmm. And tickets are available, actually coming on sale this Friday, finally. Okay. There was Nice. a delay with our tickets. Okay. And then, so they're coming on sale on Friday, and they'll be available in some select stores, like in Kipwa and Témiscamingue. Mm-hmm. We do have a person here, Marianne Babé, that sells them for us up in this area. And we have a person in the North Bay area that sells them for us. And if you'd like to call and order by credit card, you can call my office. Okay. And what are the prices for the weekend? For the weekend, we have a special going on for a sale price of $60. Mm-hmm. So it's pretty cheap. Yeah, it is actually. Yeah. So $60 for the weekend. That sale will go on until June 15th. And then the price will jump to $75. Okay. And after August 1st, that'll go on till August 1st. And then at the gate, it'll be $90. Okay. For the weekend. Okay. And there'll be day passes available also. Great. So the festival is happening in any case, no matter what the weather is. If it's sunny or raining, it's happening this year for sure. Yeah, it's a rain or shine event. It's all outdoors. For sure. Yeah, we've been lucky with the weather. Yeah, so let's hope every it year stays. you've been lucky. Yeah. Can you present the headliners? The three of them, right? One for each day. Who are they? So for Friday night we have Jade Eagleson. Saturday night we have the Reclaws. And Sunday we have Whiskey Jack. They'll be there to present their stories and songs of Canadian legend Stompin' Tom. So Nice. so it's a very That's good show. awesome. Besides the headliners, who is going to be there? What type of artists are going to be playing at the festival? Well, we have two rising stars coming this year. Friday night we have Dylan Burke, and Saturday we have David Boyd James. They'll be to support the main support act for the headliners. Mm-hmm. And we also, throughout the weekend, we also feature our local artists, our musicians, throughout Témiscamingue, Kipwa, and surrounding area. Mm-hmm. So we even have one from Notre-Dame-du-Nord, Northwest. Mm-hmm. I hope I said that right. Julie Duguay and her band. So she'll be with us at the festival this year. And Okay. And what can we eat and drink at the festival?
We have some food vendors that come in, so like food trucks. We're still working on that part right now, so like they're coming, but I don't have anything official yet. So, for sure. Yeah. And for the people who are coming from far, can we do camping at the Yes, location? we do offer rough camping throughout the community. In 2019, we camped. We parked campers, 120 campers. So we do our best to accommodate everyone, and of course, it's free for those that have a weekend pass. Yes, of to course. the festival. Yeah. Okay. And is there going to be any activities for the children, for instance? We have the inflatables, the bouncies, the castles. yeah. So we have that, and which they enjoy. So Okay. we have that throughout the weekend. That's pretty cool. At what stage of the organization are you at the moment? What are you doing right now until August? Because we just got the okay to go ahead with the festival, so we're behind in the planning. Normally, we're already in the planning stages For sure. just after the festival ends. So when we got the okay in March, it's been move, go. So yeah. So Were you afraid that the festival might not happen again this year because of the pandemic? it's a thought. Yeah. It's in the back of my mind, and I try to push it out because I think everyone is ready to move forward Exactly. and get back to a sense of a normal life. So I think a lot of people are looking forward to For sure. to the festival again. And to end the interview, what type of people would love this festival? Who do you think would be interested in coming to enjoy the festival? We have a very wide range of age groups, starting, I would say the biggest age group is between 30 and 65, but it's a mix. For sure. Thank you so much, Roxane, for coming and for talking about the festival. Thanks. Sure. Le réseau des carrefours Jeunesse Emploi du Québec ont lancé leur deuxième édition du mouvement Ma Voix compte. L'objectif est d'obtenir l'avis des jeunes Québécois sur les enjeux et les priorités en matière de développement durable. Ma Voix compte, c'est une vaste consultation publique à travers tous les carrefours Jeunesse Emploi du Québec. Et puis, dans le fond, on veut savoir c'est quoi les enjeux qui touchent les jeunes, qu'est-ce qui les inquiète pour leur futur, comment on le voit, on le vit au Québec, et notamment au Témiscamingue. Et par la suite, quelles seraient les solutions possibles, et s'il y a des solutions qui existent déjà, les faire connaître. C'est chapeauté par le réseau des carrefours Jeunesse Emploi. C'est eux qui font la gestion de cette consultation-là. Dans la première, en 2018, il y a eu 5000 jeunes qui ont été sollicités sur vraiment ce qui les intéressait comme enjeu. D'accord. Et puis, ça a été fait dans le cadre des élections également. Ça consiste en demandant l'opinion sur les objectifs de développement durable. C'est les 17 grands objectifs de l'ONU, mais on les vulgarise pour que ce soit plus accessible. Par exemple, au lieu de parler de vie aquatique, on va parler de pollution de l'eau. D'accord. Fait qu'il y a 17 enjeux qui touchent de la pauvreté, l'inégalité sociale, au niveau de la paix, au niveau de l'énergie durable. Fait que c'est 17 enjeux. C'est pas tous les enjeux qui vont rejoindre les jeunes, mais c'est sûr qu'il y a des enjeux qui les touchent. Fait qu'on leur pose 3 questions, dans le fond. Pourquoi cet enjeu-là vous touche? Comment on le voit au Témiscamingue? C'est comment qu'on s'en rend compte? Et après ça, est-ce que vous avez des solutions concrètes ou vous en connaissez qui sont déjà en place? Fait que le but derrière tout ça, c'est de mettre un peu de pression au niveau politique, parce que les jeunes ont beaucoup d'idées. Je pense qu'on est quand même l'avenir. Et les décisions qui sont prises en ce moment influencent sur notre futur. Puis ce serait bien d'être capable de gérer notre futur. C'est sur mavoixcompte.ca. On peut répondre en français ou en anglais. Et le lien est facilement accessible. On simplement cliquer et on se rend directement. Un genre de SurveyMonkey où est-ce que les 17 objectifs de développement durable qui sont présentés, mais on ne demande pas aux gens de répondre aux 17, parce que c'est une tâche trop colossale de répondre à tout. On répond à 1, 2,
3, dépendamment de ce qui nous préoccupe, nous. Fait que quand on le remplit, il faut uniquement passer par-dessus ceux qui ne nous intéressent pas. Ça peut prendre 10-15 minutes selon ce qu'on a à dire et la quantité de contenu. On fait également des consultations en personne, sous un peu le thème de World Café. Donc, des petites tables, 3-4 personnes, on circule d'une table à l'autre pour échanger sur le sujet. Et après ça, on fait un résumé de qu'est-ce qui a été dit. Puis on le partage tout le monde ensemble et on essaie des fois de bonifier. Oui. Et c'est environ 1h, 1h30. On en a justement 2 qui s'en viennent, le 3 et le 5 mai 2022 dans les écoles secondaires Marcel Raymond et Rivière-des-15. Donc, on va avoir la pizza pour les jeunes qui sont inscrits pour rendre ça un peu plus agréable aussi, parce que souvent par le ventre, ça fonctionne bien. Le 8 mai, c'est la date finale pour remettre les consultations. Par la suite, l'équipe du réseau des Carrefours va faire la compilation, l'analyse. Ils vont faire des liens avec les politiques actuelles qui sont mises en place. Et il va y avoir des rencontres publiques prévues avec certains politiciens pour un peu mettre de pression. D'accord. Mais c'est 5000 personnes qui mentionnent qu'est-ce qui les inquiète. Je pense que ça a quand même du poids. Maxence Martin et Frédéric Tremblay présentent Symphonie boréale au Rift à Ville-Marie. L'exposition mêle art et sciences pour vulgariser la diversité des forêts boréales du Canada. Je m'appelle Maxence Martin, je suis chercheur postdoctoral à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et à l'Université du Québec à Chicoutimi, mais je suis aussi le créateur et directeur de Symphonie boréale, donc un projet mélangeant art et sciences. Symphonie boréale est un projet collectif qui se base notamment sur ma réalisation et celle aussi de Frédéric L. Tremblay. Et en fait, globalement, dans le projet, on s'est séparé en 2 principales parties. Il faut savoir que moi, j'ai créé les symphonies boréales, j'ai créé le son, et je me suis occupé de tout le parcours didactique pour vraiment contextualiser, expliquer et mettre en avant les symphonies boréales. Et en fait, Frédéric s'est plus intéressé à l'aspect immersif, donc vraiment l'habitat central, tout l'aspect lié aux projections, à comment on peut immerger un spectateur après qu'on lui expliquait le sens des symphonies boréales. Donc même si à la base c'est vraiment un projet où c'est Frédéric et moi qui sommes sur le socle de Symphonie boréale, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est une exposition qui valorise un travail collaboratif avec vraiment où on a mis différentes compétences, différentes expertises pour créer un ensemble, je pense, cohérent et extrêmement riche. Symphonie boréale, c'est un projet qui trouve son origine dans mes travaux de recherche où je m'intéressais à la dynamique, au fonctionnement des vieilles forêts boréales du Québec. Et en fait, en travaillant, j'ai remarqué la difficulté qu'il y avait de pouvoir un peu faire sortir ma recherche en dehors du domaine scientifique, de pouvoir vraiment amener les vieilles forêts aux gens, amener tout le concept ou toutes les connaissances sur ces forêts-là au grand public. Et donc c'est là que s'est créée une idée en fait, de passer par des médiums artistiques pour pouvoir parler des vieilles forêts boréales. Et plus précisément, en fait, Symphonie boréale met en musique la croissance annuelle d'arbres composant plus d'une vingtaine de vieilles forêts boréales du Québec. En fait, j'ai créé des différentes symphonies qui se base sur les données de croissance d'arbres qu'on a mesurées pour chaque arbre, pour chaque année, à partir de cernes de croissance, ou à partir de ces données brutes, on a créé une mélodie se basant sur la largeur des cernes de croissance. C'est-à-dire que plus le cerne de croissance était large, donc plus la croissance de l'arbre était forte, plus on pouvait créer une note qui avait une note de plus en plus aiguë, c'est-à-dire une croissance haute, une croissance forte, une note très haute, mais par contre une croissance faible, une note très basse. Et en fait, de cette manière, ce qu'on obtient, c'est pour chaque arbre une mélodie qui, juste au niveau de la musique, permet de retracer l'histoire de l'arbre, ce qu'il a vécu par sa croissance. Donc, est-ce qu'il a une croissance juvénile forte, une croissance juvénile faible, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, est-ce que la tordeuse est venue un jour lui brouter ses aiguilles, et tout ce genre d'événements, on peut l'entendre à l'échelle de l'arbre par rapport à la mélodie qu'il va nous jouer. Mais ensuite, l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on groupe ces mélodies à l'échelle du peuplement, de la forêt, en fait, tous les arbres peuvent chanter ensemble et créer une symphonie boréale où là, on retrace vraiment l'histoire de la forêt en se basant sur le chant de chaque arbre mis en même temps et dont le synchronisme permet vraiment de reconstituer plusieurs siècles d'histoire de la forêt juste par la musique. Donc le visiteur peut poser un casque sur les oreilles et en fait écouter la vie de différentes vieilles forêts qui ont chacun leur vécu propre.
Et donc ça, c'est vraiment le socle de Symphonie boréale, mais pour juste ne pas avoir des sons dans les airs un peu abstraits, on a créé une exposition qui vise à mélanger plusieurs approches, à savoir un parcours pédagogique qui introduit ce que sont les symphonies boréales pour aider le grand public, enfin les visiteurs, à mieux comprendre la nature des sons, mais aussi en créant des ambiances immersives pour permettre aux spectateurs de simplement profiter de l'ambiance symphonie boréale. Donc de cette manière, on laisse vraiment le choix. On a une exposition qui est très interdisciplinaire, très multi-approche, parce que si on veut se renseigner vraiment sur des concepts plus scientifiques, on peut suivre le parcours. Si on veut juste profiter des symphonies au niveau individuel, puis voir ce qu'elles expliquent, on a des bornes audio. Mais si on veut juste se poser et écouter les symphonies boréales, on peut se mettre dans un état immersif où, au rythme de projection, on peut profiter du monde des symphonies boréales qui sont jouées autour de soi. Le président de la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue adresse la crise du logement dans notre région. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être là. Je vous ai invité pour parler de la crise du logement, un sujet qui revient tout le temps. Car lors de l'Assemblée nationale du Québec le 26 avril dernier, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a tenu des propos qui ont choqué. Et elle s'est rétractée depuis, mais est-ce que vous pouvez me dire ce qu'elle avait dit et en quoi c'était problématique? En fait, elle mentionnait plusieurs régions du Québec qui étaient potentiellement en crise du logement. Puis, quand elle nommait les régions, ça allait plutôt bien. Elle nommait l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, c'est sûr que j'ai pas très apprécié parce qu'on est une région qui a de besoins de logement. On a un taux d'inoccupation qui est moins de 3 % depuis plusieurs années. Oui, le taux de migration, là, il est peut-être nul. On n'attire pas autant qu'on voudrait. Mais ça, c'est facilement explicable, là. Le taux de chômage, il est le plus bas au Canada. C'est en Abitibi-Témiscamingue qu'il est. Puis, on est plein d'emplois. Si on veut pouvoir attirer de la main-d'œuvre, ça prend des logements. Puis, comme c'est là, c'est sûr qu'on est migration nulle. On n'a pas de place pour accueillir les gens. Il ne faut pas en accueillir. Alors, il y a vraiment une problématique. Et donc, il me semble que dans ses propos, elle parlait du seuil migratoire et du taux d'inoccupation. Mais ce n'est pas représentatif de la crise actuelle, n'est-ce pas, si on parle que de ça? Non, c'est ça. Il faut regarder les statistiques. C'est des bonnes statistiques, mais il faut les mettre en perspective. Puis il faut faire une analyse terrain qui est plus exhaustive. Et c'est pas mêlant. Si on veut attirer des gens, il faut pouvoir les loger. Si on n'a pas de place pour les loger, on ne peut pas en attirer. Alors, le seuil migratoire, présentement, c'est pas vrai que c'est facile qu'il soit positif pour notre région. Pour qu'il le soit, ça prend une capacité d'accueil. Puis pour avoir une capacité d'accueil, il faut que le taux d'inoccupation augmente. Tout simplement. Est-ce que vous pensez que malgré l'effort du gouvernement, est-ce que le gouvernement ne réalise pas en fait à quel point c'est grave ici en région? Je pense une méconnaissance là, de la région ou des régions. Par contre, dans les derniers mois, j'ai rencontré beaucoup de ministres. Il y a eu beaucoup de ministres qui sont venus faire leur tour. Ils sont conscients qu'on a un fort potentiel de développement économique, ils sont conscients qu'on a une crise de logement, ils sont conscients de tout ça. Maintenant, ça serait bien que notre ministre de l'Habitation et des Affaires municipales en soit un peu plus conscientisé. C'est sûr qu'il va falloir travailler sur plusieurs plans. Et oui, le monde municipal là, peut mettre l'épaule à la roue, mais il faut que ça vienne avec des grands principes qui sont provinciaux. D'accord. Et donc, la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue recherche constamment des solutions pour régler la crise. Mais donc, par où on commence et à quel niveau on bloque vraiment actuellement? Bon, d'abord, si on parle de logements adaptés, soit avec les logements abordables ou les accès logis, c'est des programmes qui sont difficilement applicables en région. Et je m'explique, c'est que souvent les subventions sont basées sur des prix généraux moyens pour le Québec. Puis ici, avec le peu d'entrepreneurs, le peu de compétition, les matériaux qui coûtent plus cher, puis oui, depuis la crise de la COVID, les prix ont augmenté partout au Québec, mais on voyait déjà qu'en région, les prix étaient plus élevés qu'ailleurs au Québec. Les frais de transport sont plus élevés. Alors, notre coût de création de logements, il est beaucoup plus élevé qu'ailleurs au Québec. Et ça, c'est depuis longtemps. Et on n'a pas il faudrait absolument qu'on ait une reconnaissance, les régions éloignées, comme quoi que le pourcentage de subvention pourrait être un petit peu plus élevé pour compenser ces frais supplémentaires. Est-ce que vous dites c'est également valable pour les logements sociaux? Même chose, les logements sociaux, la construction standard, il faut absolument qu'il y ait des incitatifs
pour aider nos constructeurs, on ne pourra pas passer à côté, là. Si on se compare toujours avec les coûts de construction du sud de la province, c'est sûr qu'on ne peut pas être gagnant. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire aussi, hein. Il y a aussi tout l'aménagement du territoire. Faire venir des gens pour avoir une migration positive en Abitibi-Témiscamingue, il faut réussir à attirer des gens qui vont avoir le goût de s'en venir en région éloignée, qui vont s'en venir dans un endroit où ils ont de l'espace pour vivre, ils ont des grands terrains, généralement des gens qui aiment le plein air, des gens qui aiment faire des sports motorisés. Alors, ça prend un contexte d'habitation qui est différent de l'île de Montréal. On n'amènera pas des tours à bureaux, même si on veut densifier l'Abitibi-Témiscamingue, là, on peut densifier un petit peu, mais les gens, ils ont un désir de qualité de vie, ils veulent avoir des grands espaces, ils veulent avoir de la sécurité, et pour ça, il faut que notre ministère, qui est le ministère de l'Aménagement, nous permette de pouvoir faire des terrains un peu plus grands qu'ailleurs au Québec, des terrains qui sont pas nécessairement toujours dans l'urbain, mais aussi en périurbain. Ça, c'est des notions qui, présentement, ne font pas nécessairement la une quand on parle d'environnement, puis de densification, puis de transport. Mais ça reste que notre réalité, elle est comme ça. Et il faut apprendre à vivre avec notre réalité. Puis on n'est pas en train de vouloir exagérer notre développement. On ne sera jamais des millions en Abitibi-Témiscamingue. Par contre, il faut essayer de stopper le fly-in, fly-out. Et comment on peut faire ça? C'est en ayant une capacité d'accueil de qualité qui représente les besoins que notre population ont et désire. On est pris avec des terres publiques, on est pris avec des zones humides. C'est toutes des petites choses qui font que chez nous, c'est toujours plus difficile de construire. On est dans une zone argileuse qui fait qu'on doit avoir des tests de terrain beaucoup plus performants. On doit utiliser des matières de soutènement pour tenir nos constructions. Et ça, là, c'est pas de la faute des résidents ici, mais c'est aussi cette raison-là qui fait qu'on a une qualité d'eau. C'est aussi ces raisons-là qui font qu'on a des ressources naturelles. Alors, il faut assumer nos différences, puis il faut que le gouvernement comprenne qu'on a besoin d'être aidé là-dedans. Puis même si je comprends qu'on veut être équitable partout dans le Québec, c'est aussi d'être équitable, d'accepter qu'on a des particularités qui font que ça nous coûte un peu plus cher, mais c'est pour le bien du Québec. Bien sûr. Et est-ce que vous pouvez commenter sur l'augmentation des coûts du marché locatif? Est-ce qu'on devrait interdire la hausse des loyers trop élevés? En fait, ça va dans les deux sens, hein. Si les loyers ne s'améliorent pas parce que les propriétaires n'investissent pas d'argent dans leur loyer, on va rester avec un passif de logement qui est désuet et qui n'est pas de qualité. Alors, il faut aussi qu'il y ait que les loyers restent à un taux raisonnable, mais en même temps, il faut aussi avoir une qualité de logement. Alors, en tant qu'élu, mon souhait, c'est vraiment qu'on ait un équilibre ou entre du nouveau logement, de l'ancien logement rénové, puis s'assurer que tout le monde soit en sécurité, puis qu'on ait une capacité de payer nos logements, parce que ce qu'on se rend compte dans les analyses, c'est que de plus en plus, le loyer fait partie du pourcentage de tes dépenses mensuelles. C'est toujours plus grand. Et ça, c'est problématique parce que ça enlève de la qualité de vie puis la possibilité de bien se nourrir, de s'occuper de ses enfants puis tout le reste. Alors, oui, j'ai une préoccupation pour l'augmentation des loyers. Par contre, j'ai aussi une préoccupation sur la qualité des aménagements des loyers. D'accord. Donc, concrètement, à la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, est-ce que vous êtes inquiet pour les mois à venir? Et qu'adviendrait-il si on ne trouve pas de solution rapidement, en fait? Oui, je suis inquiet, mais je pense que les élus sont bien positionnés, comprennent bien la problématique. Je pense qu'à court terme, c'est très difficile de faire du logement abordable. Par contre, je pense que si on réussit à encourager nos entrepreneurs privés à construire puis à développer des terrains, puis les municipalités aussi à fournir des terrains à moindre coût, en assumant le coût sur la charge fiscale, je dirais, municipale, ça va nous permettre d'avoir des logements qui vont peut-être être plus faciles à ériger, puis en même temps, ça va libérer des unités qui sont peut-être un peu moins dispendieuses. Puis là, il va y avoir un roulement. Donc, de faire des nouvelles unités privées, c'est important. Ça libère des endroits, puis ça permet en même temps ou de rénover ou de permettre l'accessibilité à la propriété à des gens qui ont peut-être un petit peu moins de sous. Très bien. Merci Sébastien pour l'entrevue. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose que je n'ai pas mentionné? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie beaucoup.
Merci d'avoir répondu à mes questions et à bientôt. Nico Gervais, maire de Notre-Dame-du-Nord, nous parle de ses projets et du plan d'action pour sa municipalité. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être venu. Je vous ai invité pour parler des différents projets de la municipalité et des futurs plans d'action pour les prochains mois à venir. Parfait. On va parler de divers sujets. On va en commençant par l'aménagement du parc de jeux d'eau qui est Absolument. prévu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ben oui, on a eu la grande nouvelle qu'on est accepté pour une subvention de 100 000 du gouvernement provincial pour le parc de jeux d'eau. C'est un projet qu'on travaille depuis quelques années déjà, mais on n'avait pas les sous pour le bâtir au complet. On a réussi aussi à avoir de la MRC un 30 000 de subvention. Fait qu'on a 130 000 dans les coffres pour bâtir un parc de jeux d'eau. On a formé un petit comité qui comporte des citoyens et deux élus, deux élus, pour trouver un emplacement idéal pour le parc de jeux d'eau. Ça s'est statué que le parc va se faire bâtir dans le camping qu'on a aménagé l'année passée. Puis le parc de jeux d'eau va venir combler le tout. Est-ce que vous savez quel genre d'attraction il va être? Pas encore. J'ai laissé vraiment le comité choisir les jeux ici et tout, là, parce qu'on voulait vraiment se retirer, le conseil de ça, puis laisser vraiment la population parler. C'est sûr qu'on a deux conseillères sur le projet. On a Franginière, puis on a, que vous connaissez bien, je crois, puis on a José Hamelin aussi, qui fait partie de ce comité-là, et quelques citoyens. Et donc maintenant que vous avez les subventions, quelle est la date prévue pour l'ouverture de ce parc? Idéalement, on aimerait beaucoup à la fin de l'été. Quand on parle fin d'été, c'est juillet à août, mais la problématique, c'est vraiment que c'est les fournisseurs. Bien sûr. Bien sûr, puis de faire tous les travaux. On a quand même beaucoup d'aménagements à faire pour ça, une dalle de béton et compagnie. D'accord. Et aussi, très bientôt, on aura le retour du rodéo du Oui, camion. oui. Enfin! Enfin, après quelques années là, de COVID, on a la grande nouvelle qu'on peut avoir le rodéo du camion. Est-ce que c'était un stress un peu de se dire est-ce qu'il va se faire, est-ce qu'il va pas se faire? Bien, absolument, parce qu'il y a beaucoup de travaux en amont à faire pour faire un festival. Puis là, on attendait vraiment toutes les directions de la santé publique qu'on n'avait pas. Tu sais, on a eu ça dernièrement, ça fait juste quelques mois là, qu'on sait qu'on peut faire des événements. D'accord. Et est-ce qu'on peut s'attendre à une édition similaire aux précédentes ou on va avoir... C'est vraiment dur à dire. C'est vraiment dur à dire. J'imagine que oui, les festivaliers vont être là. C'est sûr et certain. Ça fait 2 ans que plus personne ne fait rien. Fait que Les gens ont envie de il y a célébrer. un regout, il y a un regout de revivre les festivals, c'est sûr et certain. Autre projet pour la municipalité, vous me parlez qu'il y avait un plan de rejoindre la Résite. Oui, la Résite, la municipalité, dans le fond, la Résite, que tout le monde connaît, là, la régie régionale pour les services incendie, on a décidé d'un front commun, le conseil municipal, de rejoindre. Parce que c'est tellement rendu complexe, compliqué, tout le fardeau administratif, je parle juste pour les pompiers, c'est des bénévoles, les pompiers. Ils n'ont plus le temps de remplir cette paperasse-là. On manque aussi de pompiers volontaires énormément. C'est un fléau. Puis ça, c'est pas juste à Notre-Dame-du-Nord, c'est dans toutes les municipalités. Fait qu'on a vu une belle opportunité de rejoindre la Résite. D'accord. Ça fait plusieurs années que vous envisagez cette... Ça fait 2 ans qu'on en parle. D'accord. Ça fait 2 ans qu'on en parle. Là, on a statué dernièrement. Puis là, on est en train... C'est en cours. Ce ne sera pas demain matin, là, mais c'est en cours. D'accord. Et donc, dites-moi, comment ça s'est passé? On a eu la pandémie, bien sûr, que tout le monde... On en parle toujours et encore. Et comment ça s'est passé à Notre-Dame-du-Nord pour vous, pour votre job en tant qu'en maire, mais aussi au niveau de la démographie de la municipalité? Est-ce qu'on a vu des changements importants? Je suis quand même agréablement surpris que dans ces 2 années-là, nos citoyens de Notre-Dame-du-Nord ont vraiment bien réagi, dans le sens que on n'a pas eu de grosses problématiques majeures. C'est sûr et certain que c'était pas évident pour personne. Ça a été un stress, surtout pour les personnes plus âgées. C'était pas évident à gérer. Mais je pense, puis je lève mon chapeau à tous nos citoyens. Tout le monde, les mesures sanitaires, ils les ont appliquées. C'est arrivé à quelques reprises qu'il a fallu que je lance soit un mot sur notre page Facebook, ou ben non, faire un appel à tous de faire vraiment attention. Puis le monde a bien réagi, puis ça a porté fruit. D'accord.
Et au niveau de la crise du logement, donc, qui touche bien sûr tout le Témiscamingue maintenant, est-ce que ça fait partie de votre plan d'action pour les prochains On en parle sérieusement. Là, je peux rajouter même que, tu sais, à Notre-Dame-du-Nord, on était comme un petit peu... on a vendu tous nos terrains. Ça a été une de mes bien grandes fiertés. Tout le nouveau développement s'est vendu. Il ne reste plus un terrain à vendre là. Là, on a un projet qui va venir... on développe une deuxième rue en arrière du nouveau développement. On se fait approcher par quelques promoteurs pour des bâtisses. D'accord. Puis, je vous dirais qu'à toutes les semaines, au bureau municipal, on a des téléphones, il y a du monde qui veut avoir des terrains. Fait qu'il y a un engouement pour s'en venir à Notre-Dame-du-Nord assez incroyable. Je le voyais venir quand je suis rentré comme maire, il y a 4 ans déjà. Puis où c'est que je voyais la municipalité, bien, on est rendu là. Fait que c'est bien. Puis on a même un autre promoteur là, qui veut développer un autre secteur. Fait que ça bouge beaucoup. D'ailleurs, selon vous, qu'est-ce qui fait la force de Notre-Dame-du-Nord? Qu'est-ce qui fait que les gens sont intéressés à venir ici? Bien, la proximité de l'Ontario fait beaucoup. Fait beaucoup. Puis il y a plusieurs gens du nord de l'Ontario que les résidents sont rendus tellement chers à New Lescard. Fait que le petit couple qui commence dans la vie n'a pas les moyens d'acheter une maison à New Lescard. Il va s'en venir ici. Puis qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que tout notre secteur riverain sont achetés présentement par du monde retraité de l'Ontario qui s'en viennent à Notre-Dame-du-Nord. Puis c'est juste une bonne chose. Fait que c'est de la nouvelle argent. J'appelle ça de la nouvelle argent. C'est pas des citoyens de Notre-Dame-du-Nord qui achètent des bordereaux, c'est vraiment du monde de l'extérieur. Et au niveau du travail, on sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, bien sûr, un peu partout aussi. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des opportunités ici à Notre-Dame-du-Nord? Bien, on parle de pénurie de main-d'œuvre. On en vit une présentement à Notre-Dame-du-Nord pour la municipalité. Fait que s'il y avait quelqu'un de disponible pour venir donner son nom, on va le prendre. Oui, sérieusement, faire sa part. Un adjoint pour le directeur général, là, demain matin, le poste est ouvert. On a besoin de quelqu'un de solide côté administration. Le gouvernement nous a tellement pelleté tout dans notre cours aux municipalités que suivre tout ça, ça prend du monde. Donc, redites encore une fois, quel genre de profil vous cherchez pour un adjoint pour le directeur général. D'accord. Ça fait que c'est ça. Comptabilité, finance. Très bien. Ouais. Et au niveau de ce qui a déjà été fait donc, dans la municipalité, de quoi êtes-vous fier au niveau de... Il y a eu des rénovations, je sais, à l'Arena. Ça bouge beaucoup au niveau de... Ça bouge beaucoup. Notre directeur général, Kamel Boubacar, quand il est rentré en poste, s'est mis dans une optique d'aller chercher beaucoup de subventions, puis il a réussi vraiment. Fait que dernièrement, on a rénové l'Arena, une bonne partie, puis tout ça, ça a été subventionné pratiquement à 80%. Puis là, une autre belle nouvelle, un autre beau projet qu'on travaille depuis des années, puis même avant moi, notre fameux puits municipal. On a eu la bonne nouvelle que le puits, on va pouvoir le bâtir. C'est sûr que je mets peut-être la tête sur la bûche, mais 2023, on devrait avoir une construction d'un nouveau puits pour la municipalité. Puis ça, c'est un autre, ça a été... Où plus précisément? Ben, où ce qui est l'ancien puits, ça va être dans le secteur du camping. D'accord. Dans le secteur du camping, c'est là. Puis c'est une autre affaire qu'on va pouvoir passer direct à travers le Primo, puis de la tech. D'accord. Fait que les citoyens n'auront pas à débourser des gros sous pour ça. C'est de l'argent du gouvernement. Et qu'en est-il du tourisme maintenant qu'on espère qu'on peut avoir un été plus ou moins normal? On les accueille à grand bras ouverts. Le Fossilarium va bientôt reprendre du service. C'est bien, le Fossilarium. Puis on a toute la première chute, la visite de la centrale. On a tout l'aménagement que M. Carrier a fait là, pour le chemin d'eau. C'est très, très bien aussi. Là. Qui prend soin de, vous savez, les différents sentiers, Récréo des 15, au-delà? Comment on s'organise? Je me suis toujours posé la question. Dans le fond, c'est un regroupement entre la TFN, Notre-Dame-du-Nord et Saint-Eugène-des-Guigues. Il y a un comité. Puis ce comité-là s'occupe de Récréo des 15. On a un représentant comme c'est France Gignac qui est représentant de Notre-Dame-du-Nord. D'accord. Et donc, en ce moment, sur quoi vous travaillez précisément à la municipalité en ce moment? Quel est votre plus grand défi actuel? Et votre travail au quotidien, comment vous gérez? Le défi actuel, là, c'est vraiment, là, on a tellement de projets en branle, il faut l'amener à terme. Puis c'est ça qui est... Puis entre-temps, mais on a toutes les infrastructures qui sont déjà existantes, qui sont désuètes, qu'il faut faire de l'amélioration dessus. Fait qu'en continuité... Vous pensez auxquelles, notamment? Exemple, puis ça, le monde en parle beaucoup, là, toute
notre passerelle là, piétonnière sur le long du lac, qui est vraiment rendue dangereuse parce qu'elle n'a jamais eu d'amour au fil des années. Fait qu'il a fallu la condamner une section l'année passée parce qu'elle est vraiment trop dangereuse pour les citoyens. Oui, bien sûr. Donc, on prévoit des grosses rénovations. Oui, on prévoit des grosses rénovations, mais on cherche des subventions pour ça. Oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier, Notre-Dame-du-Nord, j'ai toujours le même chiffre en tête, c'est un budget de 2 millions. Fait que 2 millions par année pour faire rouler toute la municipalité, c'est pas énorme. Oui, c'est sûr. Qu'en est-il au niveau des écoles et donc des jeunes citoyens de Notre-Dame-du-Nord? Bien, je trouve, puis je suis chanceux de mon côté. Moi, j'ai 2 fils, puis mes 2 fils sont à Notre-Dame-du-Nord encore. Il y en a un qui a trouvé un emploi ici. Mais je trouve qu'il y a un engouement pour ce groupe d'âge-là reviennent à Notre-Dame-du-Nord et au Témiscamingue. Fait que, non, c'est vraiment le fun. On sait qu'on a la population autochtone aussi à proximité. Oui. Est-ce qu'on a beaucoup de travail en commun? Ça s'est très, très, très amélioré. On a je te dirais, avec les 2 derniers chefs qui ont passé, là, mes relations avec eux sont vraiment très, très bonnes. Oui. On a des affaires en commun. C'est exemple pour les pompiers, les sanitaires. On a plein de choses en commun qu'il faut mettre ensemble. Puis oui, on travaille pour ça. Très bien. Est-ce qu'il y a un projet que je n'ai pas encore mentionné qui vous vient en tête et sur lequel vous aimeriez mentionner pour la ville? Bien, il y a des affaires que c'est pas qu'on veut garder en catimini, mais c'est que les promoteurs n'ont pas fini tout le plan financier puis attaché le financement. Fait que je peux pas en parler trop. Mais oui, il y a des belles choses qui s'en viennent à Notre-Dame-du-Nord. V'là 4 ans, je me répète, v'là 4 ans, je voyais que Notre-Dame-du-Nord, on était capable de changer la façade de Notre-Dame-du-Nord, puis c'est commencé, puis c'est annoncé à grands pas. On fait juste regarder le bloc appartement, le phare du Nord que Construction Francis Roy a fait. Là. Ça change la façade de Notre-Dame-du-Nord incroyablement, mais il y a plein d'autres belles choses qui s'en viennent. Là. Et l'UQAT, du coup, oui. qui fait également la force. Oui, l'UQAT, écoute, on est en constante relation avec eux. Eux autres, ils vivent un très beau projet qui vont amener à Notre-Dame-du-Nord. Ils vont vraiment se concentrer sur le centre. Puis on va voir que ça va bouger pas mal sur ce côté-là aussi, là, dans les prochaines années. Là. D'accord. On parle il va y avoir des recherchistes, il va y avoir des étudiants, puis des professeurs à temps plein là, qui s'en viennent. OK. Très bien. Merci, monsieur le maire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? C'est correct. Fait que bon été à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé notre émission. On revient chaque semaine avec un nouvel épisode. Je suis Charlotte Waro, journaliste à TV Témis. À bientôt.